J'ai 10 ans et je suis née ici, à Miami. J'adore être pom-pom girl, j'encourage mon école, je la représente et parfois je fais des compétitions. Mon frère est un joueur de basketball. Il adore jouer au basket. Et moi je suis pom-pom girl, donc je l'encourage lui aussi. Mais avec la situation actuelle de mes parents et leur statut, le TPS, statut de protection temporaire, ils peuvent être expulsés, ce qui voudrait dire que ce rêve américain s'envolerait. J'ai 17 ans, j'adore jouer au basketball, je fais aussi de l'athlétisme et je vais à l'église tous les week-ends. Je sors avec mes amis après le lycée. En fait, je suis un ado américain. Quand je pense à l'avenir, je m'imagine toujours vivre ici. Je me suis jamais dit que j'irais vivre en Haïti. Et je ne peux imaginer être expulsé vers le pays natal de mes parents. Je suis ici depuis plus de 18 ans, je vis aux États-Unis. Puisque j'ai laissé Haïti en 99, ça va faire 19 ans. Je suis infirmier, je travaille pour l'hôpital de Jackson à Miami, un grand hôpital à Miami. J'ai réalisé pas mal de choses, j'ai des enfants, j'ai une maison, je travaille et je pense que je vis le rêve américain. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour rester ici. Ce sont des récits de vies américaines bien installées. 10 ans, 19 ans, 28 ans aux États-Unis. Ils en oublieraient presque leur première vie dans leur pays natal, le plus pauvre des Amériques, Haïti. Un quotidien brutalement bouleversé par une annonce choc de l'administration Trump, le 6 novembre 2017. Le département d'État a indiqué que les États-Unis allaient mettre fin au statut de protection temporaire, le TPS, pour plus de 300 000 personnes dans ce pays, dont 50 000 Haïtiens, pour la plupart ici en Floride. Les autorités leur ont donné 18 mois pour quitter le territoire où ils seront expulsés. Depuis cette annonce, des dizaines de milliers d'Haïtiens ont fui au Canada, à travers un petit chemin frontalier. Roxham Road. Certains passent même en plein hiver au péril de leur vie. Jusque-là, la Floride était la terre d'accueil des réfugiés venus d'Haïti. Depuis le séisme qui a ravagé leur pays, des dizaines de milliers de personnes y avaient trouvé refuge grâce au statut de protection temporaire accordé à l'époque par Barack Obama. Un statut qui régularisait aussi tous ceux qui avaient fui des années auparavant, les dictatures et la misère. À Miami, la communauté haïtienne est réputée travailleuse bien intégrée et très engagée politiquement. En pleine campagne présidentielle américaine, Hillary Clinton et Donald Trump s'étaient tous les deux rendus dans leur quartier Little Haïti. Le discours de l'homme d'affaires alors candidat était plein d'empathie. Je suis le candidat des Américains, qu'ils soient haïtiens, afro-américains ou encore asiatiques. À tous ceux qui résident ici, nous allons prendre soin de vous. Que vous votiez pour moi ou non, je veux vraiment être votre meilleur champion. Et je serai votre champion, que vous votiez pour moi ou non. Au nord de la Floride, les parcs d'attractions d'Orlando sont réputés dans le monde entier. SeaWorld, Universal, Disney World. Toute une économie touristique qui repose sur la main-d'œuvre haïtienne. Elle travaille dans l'ombre, en cuisine, à la maintenance ou au nettoyage. Dans cette église évangélique, tout près des grands parcs, 90% des fidèles sont haïtiens.
La suspension du statut de protection temporaire est l'une des plus grandes préoccupations du pasteur Charles Jones. Une vingtaine de ses fidèles sont partis depuis un an. Pour nous, la séparation n'a pas été facile du tout. Il y en a des maris et des enfants qui sont laissés derrière pendant que leur mère ou leur père ou leur parenté se sont partis pour se faire immigrer au Canada. Toutes les églises haïtiennes, pas seulement notre église, il y a d'autres églises sœurs. Il y en a des églises qui en ont plus que 50 ou 60 membres. Quelle que soit l'église haïtienne, quel que soit là où l'église est localisée, et ils se sont touchés également. Madame Ida fait partie, bien malgré elle, de ces familles séparées. Sa fille, Esther, et ses deux petits-enfants viennent de fuir les États-Unis pour le Canada. Ça c'est Star. Ça c'est Star. Ça c'est Robert. Elle rigole tout le temps. Ça c'est la dernière photo que j'ai. Elle m'a téléphoné au travail et m'a dit « Maman, je vais partir au Canada. » Je lui ai répondu « Tu pars au Canada? Pourquoi ?» Elle a dit qu'elle avait reçu une lettre, qu'elle devait partir. Et je lui ai dit « Esther, n'y va pas. On ne connaît personne là-bas. On n'y est jamais allé. On ne sait pas comment c'est. » C'est très douloureux pour moi, mais que voulez-vous que je fasse? Je ne peux rien faire. Cela faisait 28 ans qu'Esther vivait aux États-Unis, aux côtés de sa mère, qui, elle, avait réussi à obtenir le droit de résidence il y a plusieurs années. Bonjour. T'aimes le Canada? Oui. Ah, tu l'aimes? Tu aimes le Canada et Orlando? Et ta grand-mère te manque? Star, je te vois. Comment ça se passe? Tout va bien? Regardez comme ils ont grandi. Je ne les ai jamais vus aussi grands. Regarde, Star. Comme la fille de Madame Ida, 18 000 Haïtiens ont quitté les États-Unis pour le Canada depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir en janvier 2017. Ce nouvel exode est parti d'un tweet du Premier ministre canadien Justin Trudeau, une semaine après l'investiture du président américain. À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera. Une simple déclaration qui a eu un écho considérable dans la communauté haïtienne menacée. La route est toujours la même. Un bus amène d'abord les réfugiés jusqu'au nord des États-Unis. Jusqu'à une station-service de Plattsburgh, dans l'État de New York. Bien entendu, on ne sait pas vraiment. On sait juste qu'on doit traverser. Et puis, quand on sera là-bas, on verra. À ce qu'on entend, on va devoir déporter les personnes qui sont sans papier. Alors c'est sûr qu'on va dégager de là. Mais le racisme, c'est... C'est à cause de Donald Trump? Oui, il y a Donald Trump qui n'aime pas les Haïtiens. Alors comme ça, on essaie de dégager. Arrivé à cette station-service, il reste encore 40 km à parcourir jusqu'à Roxham Road, à la frontière canadienne. Le reste du périple s'effectue en taxi. Si vous voulez y aller, vous deux et vous deux, ça fait $50 chacun, donc $100 pour 4 personnes.
pour 2 familles. Vous avez beaucoup de clients comme eux? Oui, tout le temps. Tous les jours? Tous les jours. Les gens veulent juste quitter le pays. Et où les emmenez-vous? À Roxham Road. Toujours au même endroit. On reste professionnel. Je suis taxi. C'est un service, donc si quelqu'un doit aller d'un point A à un point B, je les conduis où ils doivent aller. Entre les États-Unis et le Canada, la plus longue frontière terrestre au monde, 8891 km. 30 postes frontaliers surveillent les entrées avec le Québec, mais on compte aussi des milliers de points de passage non officiels. Le plus connu se trouve à 30 minutes de route de la station-service de Plattsburgh, Roxham Road. C'est par là que la plupart des réfugiés arrivent. En ce mois de janvier, les températures polaires ralentissent le flot des exilés car cette traversée, par moins 20 degrés, est dangereuse. Le froid glacial a même causé ici quelques cas d'amputation. Vous voulez des gants? Un bonnet? Tenez, prenez une écharpe aussi. Janet vit tout près. Elle vient tous les jours distribuer des vêtements chauds. Celui-là, c'est pour une petite fille. Ce sont des donations des habitants du quartier pour les réfugiés. On leur donne avant qu'ils traversent la frontière, car la plupart d'entre eux ne sont pas équipés pour l'hiver. Donc j'ai des bonnets, des gants, des écharpes et des vestes. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais au moins ils partent avec quelque chose. D'une citoyenne américaine. D'une citoyenne américaine qui s'inquiète de leur futur. Arrivé devant le chemin de Roxham Road, c'est ensuite une scène surréaliste qui se joue. La gendarmerie royale met d'abord en garde ceux qui tentent d'entrer illégalement. Toute votre famille va être arrêtée si vous traversez ici. Une simple formalité. Ces migrants veulent être arrêtés sur le sol canadien pour y déposer un dossier de demande d'asile. Après quelques pas dans la neige... Nous allons devoir vous arrêter, ok? Ils sont arrêtés dans le calme. Nous vous arrêtons pour avoir traversé la frontière illégalement. S'ils étaient passés par un poste de douane, ils auraient été renvoyés aux États-Unis. Leur avenir au Canada se joue par cette arrivée illégale sur le territoire. De l'autre côté de la frontière, les douaniers se disent débordés. Le président du syndicat des douanes demande davantage de moyens pour accueillir les exilés. C'est 24 heures sur 24. Hein, les demandeurs d'asile passent autant de nuit, de jour, de matin, par temps chaud, par temps froid, comme ce matin. Ce matin, il fait quoi? Moins 16, moins 17 degrés Celsius. C'est quand même très, très froid. Et souvent, ces gens-là, comme ils arrivent de Miami, ils arrivent de la Floride, du côté américain. Donc, il faut s'assurer que ces gens-là n'aient pas froid, qu'ils sont accueillis comme il se doit. Un poste de douane spontané a dû être improvisé. On a fait venir des roulottes de construction où, quand les gens arrivent, il y en a beaucoup qui ne portent même pas de manteau, donc ils sont accueillis ici. Les policiers questionnent de façon sommaire. Après ça, il y a habituellement un petit autobus qui va arriver et qui va faire le transport d'ici à environ une dizaine de minutes de route au bureau de douane de Saint-Bernard-de-la-Colle. L'été dernier, jusqu'à 650 demandeurs d'asile sont arrivés chaque jour des États-Unis par ce petit chemin. Les autorités canadiennes s'attendent à un nouvel exode massif dans les mois qui viennent. Comme tous ceux qui fuient au Canada, Esther, la fille de Madame Ida, doit réapprendre un nouveau quotidien avec ses enfants. Il fait froid, donc il faut que tu mettes des vêtements chauds. Je ne veux pas que tu sois malade. Ferme bien ça. Et mets ce bonnet. Il gèle dehors.
Parfois, il pleure, il réclame sa grand-mère. Dès que ça ne va pas, il dit qu'il veut rentrer. Parfois, il va bien, et d'autres, pas du tout. Esther est arrivée illégalement il y a quelques semaines avec son fils Robert, 6 ans, et sa fille Star, 3 ans. En attendant que sa demande d'asile soit traitée, les autorités canadiennes lui offrent un permis de travail et une indemnité de 660 € par mois. Comme un symbole de cet accueil généreux, elle garde précieusement ses couvertures de la Croix-Rouge, qui datent du jour où elle a franchi la frontière. J'en ai 3. Une pour moi, une pour mon fils, une pour ma fille. C'est mon histoire, ma vie. Et c'est le début, pas la fin. C'est pour cela que je les garde. Elle n'oubliera jamais leur périple de 3 jours en bus. 2300 km d'Orlando à la frontière canadienne, pendant lesquels elle laisse subitement toute sa vie derrière elle. J'avais peur, mais j'ai été forte. Je ne voulais pas le montrer aux enfants. J'ai fait comme si c'était un jeu, comme si on partait en voyage. Je leur ai dit, vous avez vu la neige à la télé? On va la voir en vrai. On part en vacances, comme si on allait chez Disney, mais c'est très très loin. Esther a passé plus de 30 ans en Floride, après avoir fui Haïti, alors que sa famille était assassinée sous ses yeux. Ces dernières années, cette maman célibataire travaillait au parc d'attractions SeaWorld à Orlando. Le plus difficile dans sa nouvelle vie, c'est de s'habituer au froid polaire de Montréal. Mes pieds, même si j'ai mes bottes, 2 paires de chaussettes, j'ai l'impression que je n'ai rien aux pieds. Aujourd'hui, c'est vraiment froid. Tu vois, ça fait de la fumée quand je parle. La fumée sort de ma bouche, sort de mon nez. Regarde, tu vois, elle s'amuse. Ça te plaît, Star? Avec toute cette combinaison, elle ne rentre même pas dans la balançoire. Mais elle s'amuse quand même, même sans pouvoir s'asseoir. Mon seul problème, c'est que je ne veux pas qu'elle tombe malade, parce que je n'ai pas d'assurance et pas d'argent. Si elle tombe malade, qu'est-ce que je vais faire? Avec 660 € d'aide sociale, dont la moitié dépensée dans son loyer, faire vivre sa famille reste compliqué pour Esther. Elle espère trouver un travail rapidement. À Miami, la famille Pontieux refuse pour l'instant d'abandonner la vie américaine qu'ils ont mis des années à construire. Christina, la petite dernière, est l'une des pom-pom girls de son école primaire. On est des pom-pom girls. On encourage notre équipe en laquelle on croit. On a l'esprit d'équipe et on est toujours prête. Merci pour ma chaussure. Christina est géniale. Elle est à la tête de l'équipe, elle est positive, elle encourage les filles, elle les motive aussi. C'est un atout majeur. Christina est l'une des meilleures élèves de cet établissement réputé qu'elle fréquente depuis 5 ans. L'année dernière, elle a même intégré la classe des surdoués. Quel est le volume du nouveau prisme? De combien les dimensions ont changé?
Donc la réponse, c'est 72. Son talent, c'est sa capacité à s'exprimer verbalement. Elle est vraiment très bonne pour ça. C'est une élève exemplaire, elle est très mature, très indépendante, très motivée. C'est tout ce qu'on cherche chez une élève. Oui, Christina? 18 cm3. Tu peux donner la formule? Il faut multiplier la longueur par la largeur par la hauteur. Excellent. Cette élève parfaite est promise à un brillant avenir. À seulement 10 ans, Christina a déjà de grandes ambitions qui forgent l'admiration de ses copines. J'irai soit à Yale ou à Harvard. Et ensuite? Je veux être médecin, avocate et gymnaste. Je ne sais pas comment c'est possible, mais j'admire ses plans. Un avenir menacé par la suppression du statut de protection temporaire dont bénéficient ses parents. Ils sont expulsables dans moins d'1 an. Ronnie, son papa, est infirmier dans le plus grand hôpital de Miami. Il vit aux États-Unis depuis 18 ans. Il a gardé l'habitude d'écouter la radio haïtienne. Ça m'aide un peu à rester connecté avec ma communauté, les Haïtiens, ce qui se passe en Haïti. Ma situation, c'est... Ici, c'est pas facile. Je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais pouvoir rester ici, si je dois me déplacer. C'est vraiment pas facile. Je dois savoir ce qui se passe. La dernière fois, la semaine dernière encore, j'ai eu des nouvelles de personnes qu'on a arrêtées, qu'on a déportées. C'est vraiment... ça me fait un peu peur. Come here, come here. Viens là, viens là. Tout s'est bien passé? Yeah. Okay. Christina et son frère Christopher sont tous les deux nés ici. Ils sont américains. Eux pourraient rester aux États-Unis, pas leurs parents. Ronnie et sa femme pensaient pourtant être de parfaits citoyens. Ils travaillent, paient des impôts et ont même pu s'offrir 2 belles voitures et cette grande maison, le comble de la réussite à l'américaine. Bonjour maman. Bonjour, comment ça va? Bien et toi? Ça a été le travail? Bien. Ce rêve américain s'est forgé au prix d'une déchirure familiale. Le père de Christina a quitté Haïti du jour au lendemain il y a 18 ans, à cause de persécutions politiques dont il ne veut plus parler aujourd'hui. Dans sa fuite, il laisse derrière lui son premier fils Olivier, qu'il confie alors à sa grand-mère. J'aimerais avoir une photo plus récente. Il avait 9 ans, 8 ans, oui, 9 ans. Maintenant, il a 19 ans. Je le connais, mais on ne s'est jamais vu. On parle. On se dit toujours qu'on voudrait se voir plus que tout et il me dit toujours, quand je te verrai, je vais te porter et te faire des tours comme ça. Une famille déchirée, qui pourrait l'être à nouveau si les parents quittent les États-Unis sans leurs 2 enfants américains. Alors, ils ont décidé de se battre grâce au talent d'oratrice de Christina. Son message impertinent et touchant au président Trump a été vu plus de 25 000 fois sur les réseaux sociaux. Arrêter le TPS ne ferait pas que blesser des familles, cela serait mauvais pour le business et pour l'économie. Si j'étais vous, Monsieur Président Trump, je me mettrais à la place de ces parents qui ont des enfants américains. Et ce n'est pas difficile à faire puisque vous êtes le fils d'immigrés. Cette vidéo lui a permis d'être invité devant le Congrès américain et de refaire passer le message au président à la télévision.
Il a dit pendant sa campagne qu'il voulait être le champion des Haïtiens. Mais il ne s'y prend vraiment pas bien. Je pensais qu'il ferait quelque chose de bien plutôt que d'arrêter le TPS. Je pensais qu'il allait le renouveler et qu'ensuite il allait trouver une solution permanente. C'est chez nous ici. Les États-Unis se sont construits avec des immigrés. Il faut penser aux familles, car si on nous expulse, cela créera des séparations familiales. On ne peut pas laisser nos enfants derrière nous. Il faut qu'on reste ensemble. Dans leur combat, Ronnie et Christina ne sont pas seuls. Ils peuvent compter sur l'association des femmes haïtiennes de Miami, dont Marlène Bastien, la présidente, est devenue le porte-parole de toute la communauté menacée. President Trump is a racist. Il est un raciste. OK, do more. President Trump is a racist. Do more of those. We'll have to do. Comme chaque année, depuis le séisme du 12 janvier 2010, elle organise une marche de commémoration. Mais cette fois, la politique se mêle au recueillement. La veille, Donald Trump a tenu des propos insultants envers les Haïtiens lors d'une réunion à la Maison-Blanche. Apparemment, il a dit, et je cite, « Pourquoi tous ces gens des pays de merde viennent ici ?» Oui, vous avez bien entendu. Ce sont les mots du président des États-Unis. Pourquoi tous ces gens de pays de merde viennent ici? Donald Trump faisait apparemment référence aux nations africaines et à Haïti, avant de suggérer que les États-Unis devaient recevoir plus de gens venant de Norvège. Des paroles qui choquent à la veille du 8e anniversaire du séisme. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Trump dit qu'on vient d'un pays de merde. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde dans ce pays est un immigrant. Même la femme de Trump est une immigrée. Pourquoi on aurait peur? On ne peut pas avoir peur. Je suis un peu triste en pensant à Haïti, mais je suis pleine d'énergie pour la bataille. Je suis très pleine d'énergie pour la bataille. Si vous demandez à n'importe qui, ils vous diront exactement où ils étaient il y a 8 ans, à ce moment précis. Il est 16h53, un moment de silence. À 16h53, le 12 janvier 2010, Haïti est frappé par la plus grosse catastrophe de son histoire. Pendant 1 minute à peine, la secousse d'une magnitude de 7,3, l'équivalent de la force d'une bombe atomique, détruit toute la capitale de Port-au-Prince. De nombreux bâtiments comme la cathédrale ou le palais présidentiel sont ravagés. 300 000 personnes perdent la vie, autant de blessés, 1,5 million d'Haïtiens deviennent sans abri. C'est après cette catastrophe que le gouvernement américain offre le statut de protection temporaire aux Haïtiens. Huit ans plus tard, le combat de Marlène Bastien est de rendre illégal l'abandon de cette protection. Avec son avocat, elle vient de déposer une plainte contre Donald Trump en personne. Elle l'accuse de ne pas respecter la Constitution américaine. C'est une décision qui est basée sur le racisme et le xénophobie, mais pas sur les faits.
Alors c'est pourquoi nous nous organisons pour lutter contre cette décision. Notre plainte a deux fondements. Premièrement, la Constitution ne permet pas la discrimination raciale pour prendre ce genre de décision. Les décisions étaient basées sur la race. Deuxièmement, et c'est très important, le gouvernement n'a pas suivi la procédure et les exigences requises pour le statut de protection permanente. Exactement. Ils ont dit que les conditions garantissant ce statut n'existaient plus. Tout le monde sait que cela est absurde. Et surtout, on a découvert un document confidentiel de l'administration qui dit que ces conditions existent toujours. Autrement dit, l'administration Trump aurait délibérément menti sur les conditions de vie en Haïti pour expulser 58 000 familles haïtiennes. Dans cette plainte, nous voulons que les familles, les 58 000 familles avec le statut protégé, obtiennent le droit de rester ici à niveau permanent. Parce que ce serait vraiment criminel de les envoyer en Haïti. Ce serait vraiment criminel de les envoyer en Haïti. Parce que Haïti, maintenant, n'est pas prêt. Alors, quelle est vraiment la situation en Haïti? Les conditions de vie se sont-elles considérablement améliorées depuis le tremblement de terre de 2010, comme l'affirme l'administration Trump dans sa décision de supprimer le statut de protection temporaire? Nous nous rendons au nord de la capitale Port-au-Prince, à Canaan. 300 000 personnes, pour la plupart des familles, ont été relogées ici à la va-vite après le séisme. Elles vivent toujours dans ces habitations de fortune, dans une zone où le choléra est réapparu. Laetitia Vaval est chargée de mission à l'Office international des migrations, affilié aux Nations Unies. Il n'y a pas de service de santé, il n'y a pas de service d'éducation publique gratuite, on n'a pas l'électricité qui a été amenée de façon formelle. L'eau courante, bien sûr, ne parlons pas de l'assainissement. On n'a pas de système d'assainissement, de système d'égout. Vous pouvez voir là, les tôles sont attachées avec des pierres. En fait, ils ont seulement posé des pierres. Et si un ouragan venait nous frapper, ces gens-là sont tous vraiment à risque de perdre leurs habitations, de voir des éboulements de terrain. Depuis le séisme, Haïti a aussi été frappé par des ouragans destructeurs. Sandy en 2012, Matthew en 2016, Irma en 2017. Les gouvernements successifs semblent avoir baissé les bras face à une reconstruction devenue titanesque. Cette Française supervise l'un des rares chantiers de Canaan, la construction de la toute première route en béton. Vous avez installé les gaines pour Global? Oui. Il faut que l'ingénieur de Global signe que c'est OK avant que vous recouvriez. Il était passé, il nous a dit pas de problème, on est ingénieur, on a compris, et puis on a fait. Ce sont que des routes en terre battue, donc il y a vraiment un problème de poussière. Surtout, on a des mois qui peuvent passer sans qu'il pleuve. Et quand on passe avec un véhicule, il y a vraiment énormément de poussière, donc ça doit créer des problèmes respiratoires chez les enfants. Donc là, ce sera vraiment la première route bétonnée, goudronnée qu'on va avoir. Cette aide des ONG est pour l'heure la seule que les habitants de Canaan reçoivent. Ils se sentent abandonnés par l'État haïtien. L'État ne nous aide pas à résoudre nos problèmes. On n'a rien à manger, on ne peut pas mettre nos enfants à l'école. L'État ne nous aide en rien. Personne ne nous aide. Ce n'est vraiment pas facile. Dans ce contexte, comment des dizaines de milliers de familles vivant aux États-Unis pourraient-elles être expulsées ici? Un scénario qui affaiblirait encore davantage une nation touchée par un taux de chômage record de 60%. À Port-au-Prince, la question fait débat, jusque dans les cours de philosophie de ce lycée du centre-ville. D'après une lecture de René Despestre, Haïti croupit depuis 200 ans dans l'immobilier du sous-développement. C'est-à-dire Haïti fait face à une panne
existentielle. Parmi les 1000 élèves scolarisés ici, beaucoup vivent grâce à l'argent que leur envoie une partie de leur famille exilée aux États-Unis. Haïti tout entier sous perfusion de la diaspora qui a envoyé en 2017 près de 2,5 milliards de dollars au pays, un tiers de son PIB. Les transferts qui viennent des États-Unis constituent un apport, un très grand apport pour l'économie haïtienne. Tout le monde est concerné. C'est un cercle vicieux, c'est une chaîne. Haïti, c'est déjà un pays assez précaire comme ça. Donc, il faut que le président Trump se ressaisisse. On en parle beaucoup ici, de ce problème, en Haïti? Bien entendu, ça défraie la chronique. Ça domine l'actualité. C'est dans ce lycée que nous rencontrons Olivier, le frère aîné de Christina, la petite américaine dont les parents sont menacés d'expulsion. Lui n'a pas eu la chance de vivre aux États-Unis, mais il partage la même passion pour le basket que son frère de Miami. Alors on a hâte de se rencontrer parce qu'on veut vraiment jouer ensemble. Il dit qu'il va me battre et moi également. C'est comme, il y a beaucoup de challenges, mais malheureusement, on n'a pas encore l'occasion pour se rencontrer, pour jouer ensemble jusqu'à présent. Mais on espère, ça viendra quand même. Tu l'as jamais vu encore, Christophe? Non, pas encore. Olivier n'a pas vu naître son petit frère et sa petite sœur en Amérique. Il a dû grandir sans ses parents. Avec leur statut de résidence temporaire, ils n'ont jamais réussi à obtenir de visa pour leur fils. J'ai toujours dit que ce n'est pas de leur faute parce que ce sont mes parents, donc ils veulent tout ce qu'il y a de bien pour moi. Au contraire, c'est pour cela qu'ils travaillent aussi dur pour me mettre à l'école, dans cette école. Et donc, moi-même, ce que je dois faire, c'est travailler afin de terminer mes études classiques. Et ensuite, je pense que on pourra faire d'autres démarches pour qu'on soit enfin comme une famille normale et qu'on vit ensemble, tout ça. Mais je demande toujours à ma petite sœur de ne pas trop grandir parce que j'aimerais voter sur moi. Donc, je lui demande de ne pas trop grandir et de ne pas trop grossir parce que j'aimerais le taquiner un peu, tout ça. Malgré son traumatisme, Olivier affirme ne pas vouloir voir ses parents revenir en Haïti et laisser derrière eux leurs 2 derniers enfants américains. Au Canada, Esther a bien du mal à s'habituer à un hiver interminable. Après 6 mois à Montréal, cette maman célibataire cherche toujours un travail. Elle se rend ce matin à la Maison d'Haïti, une association qui aide les réfugiés à s'insérer dans cette nouvelle vie. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que j'ai besoin de parler au micro ou c'est correct comme ça? C'est parfait. Une entreprise de tisane québécoise est venue recruter des ouvriers pour son usine d'emballage. En gros, c'est vraiment de prendre les boîtes de thé qui vont sortir de la production et c'est un peu à la chaîne, vous comprenez? Donc, c'est de prendre les boîtes de thé, regarder, les mettre dans les caisses, faire l'empaquetage, la palettisation. Une cinquantaine d'Haïtiens sont venus écouter la présentation de cette entreprise qui offre 40 heures de travail par semaine. Pour convaincre les candidats, elle a même fait appel à un traducteur créole. On va vous expliquer que si vous avez des difficultés pour le transport, on a la possibilité de mettre en place un système de bus pour faire l'aller-retour pendant 3 mois. Esther est pleine d'espoir, mais elle va vite déchanter en apprenant les horaires, de 16h à 2h du matin. Si vous venez nous rencontrer pour avoir un poste de jour, on ne peut pas passer d'entrevue parce que c'est pour des postes de soir seulement. Les horaires de nuit, ce n'est pas possible. C'est mon problème. J'ai les enfants,
J'aimerais pouvoir le faire, mais les horaires de nuit, ça ne me convient pas. De 4 heures de l'après-midi à 2 heures du matin, ça ne va pas. Donc non, je ne peux pas postuler. Une vingtaine d'autres candidats se présentent. OK, parfait. Depuis combien de temps vous êtes ici à peu près? Depuis le mois d'août. Le mois d'août. Ici. OK, parfait. Est-ce que vous lisez le français? Oui. D'accord, on va faire un petit test. C'est pas un problème. OK. Dites-moi en orange, là, vous pouvez le lire en premier, mais me lire qu'est-ce qui est écrit. Des ingrédients? Ouais, Code des boîtes, vidéogènes ou l'acide dans l'emplacement. Merveilleux. C'est ça que je voulais. Merci. Donc vous êtes sans emploi, vous êtes disponible dès maintenant, si je comprends bien. Oui. Parfait. Une main-d'œuvre disponible et travailleuse qui comprend le français. Pour ces recruteurs, l'afflux de migrants haïtiens est une aubaine. On a de la difficulté à trouver des gens présentement au Québec dans nos industries. Tu sais, moi, c'est quand même une industrie où c'est des manœuvres, des journaliers. Donc, c'est difficile ces temps-ci à recruter. Actuellement, l'ouverture de nos frontières au niveau de la migration puis la facilité d'avoir les permis de travail pour ces gens-là facilite présentement, nous, notre travail au niveau du recrutement. Au final, 12 personnes seront embauchées ce jour-là. Esther, elle, a repéré une distribution de vêtements dans la pièce d'à côté. Qui a besoin d'un pantalon de ski? C'est garçon. Pour un garçon? Garçon. Garçon là? Du toilage. Ça, c'est pour ma fille. Pour mettre sous les pantalons. Depuis 1 mois ou 2 que je viens là, je me suis fait quelques amis. Et ma fille s'amuse aussi de l'autre côté. Donc il ne faut pas que je me dise « Oh non, pourquoi j'ai besoin de venir ici ?» Non, là, je suis venue trouver du travail et je repars avec des vêtements. Alors c'est gagnant-gagnant. Le printemps s'installe enfin sur Montréal. Avec le retour du beau temps, le chemin de Roxham Road à la frontière américaine voit défiler de plus en plus de personnes qui fuient les États-Unis, jusqu'à 500 par jour. Cette vague d'immigration irrégulière a provoqué il y a quelques mois la création de Storm Alliance, un groupe nationaliste né de la rupture avec une partie de l'extrême droite. Ouais, salut. Salut Carl, c'est Eric. On part en convoi, je m'en vais rejoindre le policier au bout du convoi, puis on décolle. Éric Trudel, le chef de la section du Québec, organise ce jour-là une manifestation à la frontière pour demander la fermeture du chemin de Roxham Road. L'endroit est connu mondialement même, grâce à notre premier ministre Justin Trudeau qui a fait une annonce sur son Twitter en invitant tout le monde à passer par les frontières, même si c'était illégal de le faire. Ça a fait le tour du monde, puis il faut que ça arrête le plus tôt possible. Le convoi d'une trentaine de voitures va être accueilli par des contre-manifestants antifascistes. C'est insupportable qu'ils osent dire que les gens sont pas la bienvenue ici, qu'on n'a pas la capacité d'accueillir tout le monde, puis que genre les Blancs valent plus que n'importe qui d'autre. C'est dégueulasse, c'est inhumain, puis plus jamais genre je me tairais pour les laisser passer. Pour faire tampon entre les deux camps, la police québécoise déploie en urgence des policiers anti-émeutes. L'affrontement est évité de justesse.
affaire, notre devoir, protéger la frontière. On veut protéger la frontière. 290 militants de Storm Alliance crient leur désaccord face à la politique d'accueil des migrants de Justin Trudeau. Trudeau au cachot! Trudeau au cachot! L'illégalité, ça coûte très cher. C'est nous autres, les Québécois, qui payons pour ça. On a plein d'argent à mettre dans les hôpitaux. On a plein d'argent à mettre dans les écoles. Au milieu des pancartes anti-immigration, quelques passoires censées symboliser leurs frontières. Ces manifestants n'acceptent pas que les Haïtiens menacés aux États-Unis fuient au Canada, en entrant de manière illégale. Quand ils fuient les États-Unis, je comprends leur position. Mais par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'ils ne sont pas en danger de mort aux États-Unis. M. Trump les a demandé de partir parce qu'ils ne sont pas réguliers. Donc, il n'y a pas juste au Canada qui peuvent aller. Là. Ils peuvent retourner dans leur pays. La tempête est passée dans leur pays. Là. Ces gens-là ne sont pas en danger de mort pour la généralité. Ils ont demandé un passeport pour être à temps partiel aux États-Unis, puis là, leur passeport il est périmé. Trump, il fait son devoir de les mettre dehors. Puis c'est nous qui va ramasser ça. Il n'y en a pas question. Trump, c'est sa politique, c'est son pays. Il gère comme il veut. Nous, ce qu'on a à dire, c'est que c'est pas la faute de Trump s'il y a des immigrés qui franchissent illégalement. C'est nos frontières, c'est à nous de les protéger. On est ici aujourd'hui. Il faut réveiller nos frères québécois qui reviennent à faire tourner. Cette manifestation aura été la première de l'année 2018. Le groupe a déjà annoncé de nouvelles actions. Au fur et à mesure que le nombre de migrants qui passent par le chemin de Roxham Road augmente. Devant ces pressions d'une partie des Québécois, la Gendarmerie royale tient à préciser que l'entrée au Canada n'est pas si facile. Les gens, souvent, ont l'impression qu'en arrivant, en passant la frontière, leur nouvelle vie commence. Ce qui est important de mentionner, par contre, c'est que ces gens-là viennent de commettre un crime. Oui, on les met en état d'arrestation, mais ça ne leur donne pas un billet gratuit pour rentrer au Canada. Ça, c'est important de le dire, parce qu'une fois qu'ils vont passer avec l'agence service frontalier, puis éventuellement qu'ils vont faire leur demande, ils doivent être conscients qu'il y a plusieurs demandes qui sont rejetées. Donc, à ce moment-là, les gens sont retournés dans leur pays. C'est pas parce qu'ils mettent le pied illégalement au Canada qu'ils deviennent citoyens canadiens. Un tiers des demandes d'asile seraient rejetées. Dans ce cas, les réfugiés doivent quitter le Canada. Au nord de Montréal, Esther et ses enfants profitent enfin des rayons de soleil de cette fin de printemps. Il fait beau, tout va bien? On va au parc? Il fait chaud. Ouvre ta veste un petit peu. Jusqu'en bas, oui. Jusqu'en bas. Près d'un an après avoir quitté la Floride, son dossier de demande d'asile n'a toujours pas été traité. Faites attention, OK? En attendant, elle qui a passé 28 ans de sa vie aux États-Unis, réapprend le français. Comment ça se passe cette installation au Québec depuis plusieurs mois? Depuis, je crois, 10 mois. Presque la même chose, je viens faire. Nous chercher travail, rien trouvé. Pour le décaire, rien trouvé. Je pense que c'était facile, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je sais que je ne suis pas la seule. Ils ont plein de gens qui viennent ici, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Je pensais qu'au bout de quelques mois, tout irait bien. Mais non. Si son dossier est refusé, Esther sera renvoyée aux États-Unis où son statut de protection temporaire n'est désormais plus valable. Elle serait alors expulsée vers Haïti. J'ai laissé mon pays il y a longtemps, quand je n'étais qu'une enfant. Et quasiment toute ma famille a été tuée là-bas. Les gens qui ont tué ma famille sont toujours là-bas.
Alors si j'y retourne, ils peuvent s'en prendre à moi, ils peuvent s'en prendre à mes enfants. Toutes les nuits, je me réveille en me disant « Non, je ne peux pas aller là-bas. S'ils me renvoient là-bas, ils signent mon arrêt de mort. » Mais vous savez, seul Dieu le sait. À Miami, d'autres gardent l'espoir que le Congrès américain revienne sur la décision de Donald Trump. C'est un grand soir pour la petite Christina. Tu vois, c'est ta sortie. Je ressemble à une petite poupée. Je suis tellement jolie. Merci, maman. Elle va recevoir un prix pour son engagement en faveur des droits des immigrés, devant toute sa famille. Il va lui être remis par Marlène Bastien, la présidente de l'Association des femmes haïtiennes, son mentor. Bonsoir. Je suis ici pour vous présenter une belle jeune fille qui est une jeune leader. Cette jeune leader est intelligente, courageuse, très mûre pour son âge. Voici Christina Pontieux. Nous avons une place en Amérique. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des travailleurs, parce que nous méritons d'être là, parce que nous travaillons dur. Nous n'abandonnons pas facilement. Mon père est infirmier, ma mère est infirmière, mon frère est au lycée et je suis en primaire. Et maintenant, nous nous battons dur pour avoir le droit de résidence, le statut de protection permanente. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'on veut? Quand? Qu'est-ce qu'on veut? Quand? En reconnaissance du super travail que tu as fait à Washington et à travers tous les États-Unis pour tous les émigrés. Si je continue à me battre, je n'aurai plus à avoir peur chaque nuit. Et chaque jour, quand je suis à l'école, je n'aurai plus à me dire que quelque chose va arriver. Donc ce prix veut dire beaucoup pour moi parce qu'il me donne la force de résoudre le problème de mes parents et de beaucoup d'autres familles. La justice américaine étudie toujours la plainte de la communauté haïtienne contre le président Trump. S'il ne leur donne pas raison, les parents de Christina et 58 000 autres familles devront quitter les États-Unis au plus tard, le 22 juillet 2019. Voilà.